C'est le petit déjeuner politique de nos éditorialistes, de nos chroniqueurs, de nos intervenants. Absolument, bien sûr. En tout cas, c'est le petit déjeuner de l'actualité ce matin. Oui. Et on va balayer un petit peu large, puisque d'abord, on va parler des retraites, de la rentrée de Macron, enfin de pas mal de choses. Avec ce matin, Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour. Jean Derideau et Philippe David qui sont avec nous ce matin. Oui, Bonjour. c'est ça. Donc on va parler de la rentrée aussi scolaire et les petits 3 ans maintenant, ça va devenir obligatoire. Je rappelle d'ailleurs aussi qu'on a une autre question du jour, hein, on en débattra tout à l'heure à 9h30, c'est est-ce qu'il faut imposer un menu végétarien une fois par semaine à l'école? Ça va être quasiment obligatoire à partir du mois du mois de novembre. Tous les maires ne sont pas prêts, les cantines non plus. Et puis ça suscite quand même bien des commentaires. Et pour l'instant, vous êtes plutôt hostile, du moins à le rendre obligatoire, qu'il soit proposé à plus de 80%. Il y a aussi cette information qui nous a interpellés ce matin. Et nous sommes avec Lionel Maillet en duplex de Marseille, notre correspondant. Bonjour Lionel. Bonjour Patrick. Ce sont ces dealers qui passent des annonces sur Internet, sur les réseaux sociaux, Snapchat notamment et Facebook, pour recruter des guetteurs, etc. C'est assez incroyable. Ça existe depuis longtemps, ce petit phénomène, ou pas ? Alors ça existe depuis les réseaux sociaux tout simplement, mais ça s'est notamment développé cet été. Et comme vous l'avez dit Patrick, on va chercher les jeunes là où ils sont, c'est-à-dire sur les réseaux, Snapchat, WhatsApp, Facebook. On les recrute aux 4 coins de la France comme ça. C'est de la main-d'œuvre pas chère et ça peut faire des remplacements pendant l'été. Ils sont pris en charge carrément à la gare Saint-Charles de Marseille. Ils arrivent, ils viennent faire des petits CDD de 2-3 semaines et ils font comme ça les guetteurs, c'est-à-dire une centaine d'euros par jour pour prévenir quand la police arrive. Ils ont l'avantage de ne pas connaître Marseille et de ne pas connaître les réseaux, donc de ne pas pouvoir dénoncer s'ils se font interpeller. Et voilà, et ce sont des jeunes souvent qui viennent de foyers, qui ont fugué ou qui sont totalement désœuvrés. Ils ont entre 14 et 16 ans et ils gagnent, on va dire, une bonne centaine d'euros par jour comme ça. Oui, c'est ça. Vous parliez de jeunes venus, d'ados venus de Toulouse, par exemple, qui sont retrouvés pendant l'été pour une forme de CDD. Mais ça n'échappe quand même pas à la police, tout ça, Lionel, puisque il y a la cybercriminalité aussi aujourd'hui. Tout à fait, ça n'échappe pas à la police, mais le problème, c'est le même problème que les guetteurs, entre guillemets, classiques, c'est-à-dire marseillais. C'est-à-dire qu'ils sont juste payés à regarder, à guetter et à prévenir les autres. Donc on ne peut pas leur reprocher grand-chose, ils n'ont jamais de drogue sur eux. Donc ils passent à travers les mailles du filet comme ça. C'est très très difficile de les coincer. Oui, j'imagine qu'ils ouvrent et ils ferment des comptes Snapchat assez régulièrement, donc on ne peut même pas les retrouver. Oui, évidemment, ça c'est le gros problème, encore une fois, des réseaux sociaux, c'est-à-dire que tout le monde est anonyme là-dessus, et qu'il y a des réseaux qui sont créés concrètement, ou sur Telegram aussi, et que tout le monde passe au travers du filet, et c'est ce que me disait le problème des policiers, c'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas assez de moyens pour détecter tout ça, et quand ils arrivent sur le terrain concrètement, qu'ils saisissent 1 ou 2 portables, dès le lendemain, vous avez une dizaine d'autres téléphones qui sont réactivés à droite à gauche, et c'est tellement facile de recruter, tellement facile, car beaucoup de jeunes se disent tiens, on va aller faire de l'argent à Marseille, c'est facile, ils viennent par 3 ou 4, ils sont pris en charge, c'est ça qui est incroyable à Marseille, c'est qu'ils sont pris en charge à la gare Saint-Charles, ils sont nourris, logés et ils restent 2-3 semaines comme ça. Ouais, bon, j'imagine, ça se passe à Marseille. À mon avis, ça doit avoir lieu aussi dans d'autres quartiers. D'ailleurs, Philippe David, c'est une question qui se pose et qui revient régulièrement dans le débat d'ailleurs politique. On va en parler aussi avec Arlette. C'est l'état de droit dans les quartiers, quoi. Mais mon cher Patrick, alors on a parlé de la police, vu que c'est des CDD, comme l'a dit Lionel Maillet, j'espère que l'inspection du travail de Marseille s'est mise aussi dessus, parce qu'après tout... Non mais CDD, CDD, on est bien d'accord, c'était du second degré. Ouais. Oui, on veut parler de Toulouse. Vous avez dit, il y a des jeunes qui viennent de Toulouse. Il y a 2 ans, on avait fait une émission sur Sud Radio, la cité des Isards, qu'on connaît malheureusement à Toulouse, puisque c'est de là que vient Mohamed Merah. Dans les cages d'escalier, les dealers avaient carrément mis des panneaux avec le prix cannabis par 1 gramme, par 5 grammes, par 10 grammes, cocaïne, par 1 gramme, 5 grammes, 10 grammes, héroïne. Et c'était carrément, ça avait pignon sur rue. Il y avait les panneaux. Une petite échoppe. C'est ça, exactement. À Marseille, il y avait le McDrive de la drogue. On trouve sur Snapchat des services de coursiers, effectivement, avec une vraie gestion client. Enfin, ce sont des personnes qui vraiment s'adaptent au marché, avec des propositions, justement, d'offres promotionnelles, avec des coursiers qui vous livrent à domicile. C'est absolument inouï. Il faut vraiment... Sur Snapchat. Sur Snapchat, oui, et sur Signal et sur Telegram aussi. Absolument, vous vous faites livrer votre drogue absolument sans aucun problème. Ouais. Sans aucun problème. Et quand vous voyez qu'à Toulouse, je reprends le cas de la cité des Isards, ça avait fait scandale, parce que des
gens qui y habitaient avaient fait des photos, c'était parti sur les réseaux sociaux et évidemment ça avait fait scandale. Et je connais bien le quartier des Izards, j'habitais pas loin pendant longtemps. On se dit mais y a-t-il encore un État en France ? Y a-t-il encore un État en France ? La réponse est claire, c'est non. Oui, c'est un sujet toujours extrêmement sensible, Arlette Chabot, pour les politiques à aborder. C'est-à-dire que d'ailleurs, sur la dépénalisation éventuelle du cannabis, ils disent, oui, mais certains le disent, si on le fait, on sait qu'il y a toute une économie à côté souterraine qui risque de tomber aussi, quoi. Et ça remet un petit peu en cause tout ça. Alors d'abord, c'est la contradiction entre les discours extrêmement durs des politiques, notamment à droite, et à la droite de la droite, très fort, très dur, disant on va faire les ministres de l'Intérieur successifs, on prend le mal à la racine, on va, etc. Et rien du tout à l'arrivée. On s'aperçoit qu'effectivement, ce qu'on disait à l'instant, c'est que la situation ne fait que se dégrader. Deuxièmement, oui, c'est ça qui justifie le débat sur la dépénalisation du cannabis. C'est-à-dire, on coupe les réseaux. Alors, certains disent, évidemment, alors on va interdire la cigarette, et maintenant, où on augmente les tarifs pour dissuader les gens de fumer, maintenant, on va leur dire, le cannabis, allez-y, on l'encadre. Mais franchement, la question mérite d'être posée, parce que c'est vrai que ça peut... évidemment, réduire le trafic, couper des sources de revenus pour certains. Alors, est-ce qu'ils se lanceront dans les drogues dures ? C'est quand même... moi, je trouve que ça vaut le coup effectivement... Il y a des expérimentations qui sont lancées, d'ailleurs, dans le monde, aux États-Unis, le Colorado, par exemple. Oui, c'est un marché absolument colossal. Le marché du cannabis uniquement en France est estimé à 1 milliard d'euros par an. C'est absolument inouï. Des journalistes d'investigation ont fait une enquête, ont évalué qu'un hall d'immeuble dans une cité qui marche bien, si j'ose dire, c'est 50 000 euros par jour. Et la collectivité que nous représentons ne sait pas comment finalement récupérer ces jeunes qui sont dans une espèce d'idolâtrie de l'argent qui est parfois relayée par les clips de la musique qu'ils apprécient, et c'est un vrai souci de valeur également, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment proposer autre chose à ces jeunes que de l'argent, 100 euros par jour pour un ado. Enfin, c'est absolument énorme. Comment vous leur expliquez qu'effectivement on va les envoyer en formation professionnelle au SMIC, alors qu'ils peuvent gagner 100 euros par jour juste en regardant à droite, à gauche et en sifflant éventuellement. En leur expliquant qu'il y a autre chose que l'argent dans la vie. Voilà, on a un vrai travail de fond au niveau de la société pour revaloriser les vraies valeurs. De fond, c'est quand même un truc, c'est presque mission impossible quand on est à ce niveau de dégradation. Mais comme le dit Arlette Chabot, 100 euros net d'impôts et de cotisations sociales par jour, ça équivaut sans problème à un salaire de 3 000 euros brut par mois. Voilà. Mais écoutez, trouver des gens qui à la sortie de l'école pour être dans la rue, qui touchent 3 000 euros brut par mois, il n'y en a pas beaucoup. Oui, Cécile, oui, je rebondis parce qu'il y a le rappeur, vous parliez de rappeur Jean, Mister You, qui a été mis en garde à vue pour avoir justement fait la pub des dealers à Villejuif sur Snapchat. Donc effectivement, elle est retweetée. Et ça nous fait une transition toute trouvée. Où Francis Dubrac, un grand patron en région parisienne, nous disait il a du mal à trouver du monde, et les gens des quartiers, ils peuvent travailler, mais il faut s'adapter à eux. Ce n'est plus eux qui s'adaptent aux entreprises, parce qu'il faut s'adapter à eux, c'est-à-dire qu'ils vont venir un jour, ils viendront pas le lendemain, etc. C'est compliqué, et ça, il faut lutter contre le chômage effectivement en France, mais dans ces conditions, c'est pas simple, Philippe David. Ça, c'est un vrai problème. Vous l'avez évoqué d'ailleurs dans l'une de vos émissions hier soir, je vous ai entendu. Oui, mais quand on est entrepreneur, c'est sûr qu'on a un problème. Déjà, on parlait du problème de l'état de droit en France. Ça va être la rentrée des classes dans quelques jours. On est un pays, moi quand j'étais gamin, Patrick Roger, on a à peu près le même âge, enfin vous êtes un peu plus jeune que vous. Bien sûr. Quand le prof entrait dans la classe, on se levait, il nous disait asseyez-vous, et on s'asseyait. Aujourd'hui, les classes, je vais vous utiliser un terme militaire, c'est le bobinard dans nombre d'endroits. D'accord ? Comment voulez-vous que des gens soient employables quand ils viennent passer des entretiens d'embauche, et c'est des choses que j'ai vécues il y a quelques années, en arrivant avec la casquette à l'envers, en disant à peine bonjour et en vous parlant en verlan. Parce que vous avez envie de les embaucher. Non ? Et puis après, vous les embauchez, vous dites tiens, je vais faire du social. Il parle plus en verlan depuis des années, c'est un autre... C'était il y a une dizaine d'années. Mais ça s'est pas amélioré depuis. Et donc, le problème de fond, c'est que si vous dites aujourd'hui, la semaine, tu commences à 8h, et puis qu'un jour, ça arrive à 8h10, puis le lendemain à 8h30, et qu'on peut rien dire, c'est quand même qu'il y a un gros problème. Et le problème en France, c'est qu'il n'y a plus d'autorité de l'État, mais même pas que de l'État, il n'y a plus d'autorité nulle part. Et maintenant, on le paye. Oui. Donc, la rentrée, la réforme des retraites et cet état de droit sont les sujets dont on débat ce matin dans le petit déjeuner de l'actualité. Vous pouvez réagir.
Il y a Georges qui est avec nous. Georges qui est avec nous. Bonjour Georges. Oui, bonjour. Merci. À tout le monde, Vous nous appelez de Nîmes. Oui. Voilà. On va essayer de cerner les problèmes. Donc, il y a eu le rapport de Delevoye, 62 ans et maximum 64 ans. Oui, il y a eu ça c'est la retraite. Non, c'est un certain nombre d'années de cotisation. Et je voyais tout à l'heure le MEDEF qui dit l'un et l'autre, pourquoi pas. Bon, moi je suis retraité. Et je vais vous dire, je suis d'une génération où on prenait la retraite, on pouvait la prendre jusqu'à 65 ans. Pourquoi mettre cette barre limite? Bon, qu'on parte à 60 ans, c'est un problème d'âge. Pourquoi mettre cette barre limite à 64 ans? Moi, si je veux travailler jusqu'à 68 ans, 66 ans, et notamment dans la fonction publique, pourquoi pas? Parce que bon, c'est ce qui m'est arrivé à 65 ans. On m'a prié gentiment d'aller me voir faire ailleurs. Et comme le dit le MEDEF, moi je suis assez partisan de mettre les deux. Et puis quand on me dit, alors là c'est toujours la même chose, que pour faciliter ceux qui auront travaillé tôt, on ne peut pas chiffrer ce chiffre. On n'a jamais de chiffre. On sait très bien actuellement combien il y a de personnes, les Bercy et tout ça, c'est très bien combien il y a de personnes qui ont commencé à travailler tôt, qui ont commencé surtout à cotiser tôt. Il y a des trucs comme ça qui tombent. Pourquoi empêcher? Et je vais vous dire, moi je suis médecin. Bon, j'ai été mis à la retraite et j'ai repris une activité parce que dans les EHPAD par exemple, où on n'a rien prévu. Bon, je vous passe les détails de tous les gouvernements, comme on dit depuis quelque temps, réformes n'ont pas été faites. Je fais partie du baby-boom. On savait très bien qu'un jour, il y aurait le papy-boom. Personne n'a bougé. Et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a des personnes âgées. En plus, la durée de vie a augmenté à 60... et il n'y a pas d'EHPAD. Et tout d'un coup, on s'inquiète. Pour la première fois, il y a peut-être 1 an et demi, les EHPAD se sont mis en grève. Enfin, le personnel... Alors, du coup, Georges, sur les retraites, vous seriez favorable à quoi? Non, je fais une aparté, encore une fois, parce que ça rejoint le problème de la retraite. Sur les médecins, il y en a 12 000 qui sont à la retraite, qui se sont mis à travailler. Est-ce que vous savez que lorsqu'on se remet à travailler, on cotise comme tout le monde, et pourquoi pas la solidarité sociale, mais on n'aura rien de plus. Donc quand un médecin qui veut se remettre qui est déjà à la retraite, qui veut se remettre à travailler, il cotise comme tout le monde, quelque chose dans le salariat, parce que bon, il y a la fonction publique, c'est par ailleurs, mais on gagne rien de plus. Bon, on dirait... c'est un petit point comme ça. Et je reviens, moi, à la position, qu'est-ce que c'est cette histoire de continuellement obliger les gens? Il faut cotiser, bon, pour la solidarité et payer les retraites de nos futurs Ça d'accord, mais pourquoi qu'il y ait un âge minimum où les gens puissent partir à 62 ans D'accord, très bien. Ou alors, effectivement, ils ont un nombre d'années de cotisation ou également à fixer où ils peuvent partir à taux plein. Il y a des trucs comme ça, excusez-moi la on a compris. Restez en ligne avec nous, Georges. Arlette, on va revenir dans un instant avec vous, juste après le flash en fait de 9h, sur cette réforme des retraites et ce changement de stratégie d'Emmanuel Macron. On reviendra sur la durée de cotisation. Ce qui est intéressant, c'est de dire justement la réforme systémique, comme on dit, proposée par Emmanuel Macron, permettait de répondre à ça. C'est-à-dire qu'au fond, c'était une réforme retraite par points, donc au fond, chacun était libre. On est dans l'individualisation de la retraite. C'est-à-dire chacun pouvait se dire, moi je pars, j'arrête. Alors, pourquoi 64 ans? Parce qu'effectivement, il faut un équilibre budgétaire. Donc avant, l'idée, c'était de dire, si vous partez avant 64 ans, vous touchez moins, et si vous allez au-delà de 64 ans, c'est de ça aussi la liberté, vous aurez un petit plus, des cotes sur cotes. Là, effectivement, il y avait apparemment contradiction, c'est ce que dit la CFDT, entre l'individualisation avec un nouveau système par points et l'obligation d'aller jusqu'à 64 ans pour avoir le taux plein. Et ce matin, nous sommes toujours avec Arlette Chabot, Jean Dorido et Philippe David pour faire ce tour d'actualité, bien sûr, ce petit déjeuner d'actualité. Alors, on a beaucoup parlé tout à l'heure de l'état de droit avec cette histoire qui a beaucoup choqué, des annonces passées sur Internet par des dealers pour recruter des guetteurs. Ça se passe à Marseille et sans doute dans d'autres endroits en fait de France, évidemment, l'état de droit. On va parler de la rentrée scolaire dans un instant aussi avec
cette école des 3 ans, Jean Dorido, et donc ce que ça implique. Et avant tout, on va continuer aussi sur les retraites. Arlette, on parlait avec Georges juste de Nîmes, qui était juste avant là et qui est toujours avec nous. Il y a Claudie aussi qui nous appelle, qui est avec nous, parce que Emmanuel Macron a décidé quand même de changer de méthode. Au-delà de la durée de cotisation, il va changer de méthode, c'est-à-dire qu'il va écouter maintenant, il va négocier. C'est ce qu'il dit, c'est-à-dire c'est la leçon les gilets jaunes, grand débat, on reste dans cette ambiance. Finalement, Emmanuel Macron a réussi un peu à renouer le lien avec les Français. Donc il annonce pour les retraites le contraire de ce qu'il a fait jusqu'à présent. Les réformes, c'était... ça marche pas. Le gouvernement a une formidable réforme parce qu'il est le plus intelligent et tout ça est très bien pensé. Et on la met en œuvre et on discute pas parce qu'avec les syndicats, c'est perdre son temps. Surtout que ces syndicats ne représentent plus rien aujourd'hui. C'était ça, en gros, le schéma de toutes les réformes précédentes. Là, pour les retraites, c'est vrai qu'il y a eu une concertation, 18 mois avec Jean-Paul Delevoye. Eh bien, il en remet une couche, si j'ose dire, et cette fois, il dit négociation. Le président de la République, le mot n'était pas dans son vocabulaire. Donc, plus qu'une concertation avec le Premier ministre qui va recevoir les partenaires sociaux, il y a une plateforme citoyenne, les Français vont pouvoir s'exprimer. C'est déjà à peu près ce qu'ils pensent, mais c'est pas grave. On continue. Donc, il y a un changement de méthode. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est effectivement d'essayer de trouver un consensus. Comme il dit, on n'y arrivera pas tout seul, le gouvernement. C'est bien la première fois qu'il dit ça. Donc, s'il n'y arrive pas tout seul, si effectivement il écoute les partenaires sociaux, en fait, c'est la CFDT, parce qu'il n'y a qu'un seul syndicat qui est favorable à la réforme de la retraite systémique, la réforme du système voulue par Emmanuel Macron, c'est la CFDT. Comment réagira FO ? Ils sont nuancés. Plutôt aussi, à CGT, il y a effectivement une hostilité totale. Donc, changement de méthode, il faut voir si c'est efficace, si ça passe mieux, si les Français vont adhérer. Philippe ? Surtout, le problème de la retraite, c'est que ça fait des années qu'on en parle. La première réforme des retraites, de mémoire, c'est Balladur en 93. Il avait fait ça pendant l'été. Bon, parce qu'il tapait uniquement sur les gens du privé, comme ça, on évitait de se mettre les régimes spéciaux et la fonction publique dans la rue. En plus, l'été, les gens sur les doigts de pied en éventail à la plage, ça n'avait pas posé trop de problèmes. Ça fait quand même la bagatelle de 26 ans. Mais si on met que les années de cotisation, ça va créer une injustice flagrante. On avait Georges, il est médecin. Quand vous êtes médecin, vous commencez à travailler à 30 ans. Si vous dites maintenant... Non, mais quand vous êtes interne, vous commencez à cotiser, je pense, quoi. Donc, bien sûr, il y a des cotisations. Vous avez fait médecine. Non, j'ai pas fait médecine. Pas fait médecine. Mais vous avez J'ai aidé pas mal de médecins, c'est vrai. Vous allez commencer à aller à cotiser, mais vous cotisez pas à taux plein, vous cotisez moins, même si c'est les 25 meilleures années qui comptent. Vous allez vraiment cotiser à taux plein à partir de 29-30 ans. Si on vous dit c'est 45 ans à taux plein pour avoir une retraite normale, vous allez avoir votre retraite à 75 ans, ce qui pose quand même un vrai problème. Je dis 45 ans parce que ça fait un compte à peu près rond. Je vais vous prendre un autre problème, la pénibilité. Quand vous avez 15 ans, que vous avez commencé comme apprenti maçon à porter des parpaings et des briques sur des chantiers, mais à 64 ans, vous êtes cassé. Ah bah non, mais là, si vous avez... là, il y aura des critères. Là, quand même, ce sera quand même une bonne... Enfin, les critères de pénibilité, ça fait 15 ou 20 ans qu'on en parle. Il y en a déjà qui sont définis. Quelques-uns. Et alors là, pour le coup, étonnamment, le président de la République a cité 3 professions seraient pénalisées. D'ailleurs, c'est les professions qui sont soutenues par l'opinion publique, les aides-soignantes, les infirmières, les profs qui pourraient être pénalisés par la réforme. Et on va... En fait, il n'y aura pas de disparition des régimes spéciaux. D'une manière ou d'une autre, on va trouver quand même beaucoup d'exceptions à la retraite pour justement, à cette réforme des retraites, pour ne pas créer de nouvelles injustices. C'est ça qui va être fait. Jean Dorido ? Oui, non, le sentiment que donnent toutes ces discussions d'experts, je parle vraiment comme un candide sur les retraites, c'est assez anxiogène dans la mesure où ça renvoie, me semble-t-il, à la question plus générale de comment cette population grandissante, on va être 10 milliards bientôt sur Terre, comment cette population va vivre et avec quel argent. Il va y avoir de moins en moins de travail avec l'intelligence artificielle, de moins en moins de chauffeurs, de transporteurs. Là, ça commence aujourd'hui par les seniors. Et demain, la question se posera de façon encore plus vaste. Comment faire avec des sociétés qui amassent de plus en plus d'argent, les GAFA entre autres, qui sont richissimes, et des personnes qui ont vraiment des soucis pour boucler les fins de mois. C'est ça vraiment la question fondamentale. C'est une balle dans la tête, là, parce que ça va être horrible. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a de moins de boulot, donc pas de cotisation, et des gens qui vivent de plus en plus bien. Et il y a de plus en plus d'argent. Il y a de plus en plus d'argent. Il y a des fortunes colossales qui sont amassées. On en parlait hier au soir dans Les Vraies Voix. C'est l'OCDE qui le dit. 40% des postes de travail risquent d'être remplacés par des robots ou de l'intelligence artificielle. Il faudra taxer les robots. Il y a Claudie qui voudrait réagir au standard 0826 300 300. Bonjour Claudie. Bonjour Claudie. Oui, bonjour, je vous écoute. Je pense que Madame Chabot, elle est avec vous, avec la retraite aussi, et ça lui permet de
continuer de vivre. Parce que c'est vrai que la retraite, on ne vit pas, mis à part si on a une très bonne retraite, qu'on puisse voyager, qu'on est en couple ou autre. Mais j'ai travaillé pour les restos qui m'ont jamais déclaré vraiment 3 heures par jour, alors j'en faisais 11. Enfin, beaucoup de choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, je suis aussi à la recherche d'un travail parce que je me dis, le travail, c'est quand même la santé et c'est très très important d'être là et de pouvoir vous parler, par exemple, etc. Parce que je suis dans des endroits où je fais des choses parce que je m'ennuie énormément. Et si je regardez le lien social. Oui. Voilà, exactement. Alors non, mais quand on le peut aussi physiquement, c'est pas le cas pour tout le monde, Claudie aussi, hein, bien sûr. Non, mais ça je le sais, monsieur. Moi j'ai beaucoup de chance d'être toujours alerte, etc. Et j'en profite parce que il y en a même, vous voyez, je 3 quinquennats, il y en a même qui me demandent si je vais pas me représenter. Donc je parais encore assez jeune par mon attitude et tout ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais la retraite, c'est. Moi j'ai déjà failli faire j'ai fait une tentative de suicide parce que quand vous êtes guide, vous voyez du monde toute la journée et tout d'un coup vous vous retrouvez dans un appartement face à une fenêtre qui ne veut rien dire. Et là, ça coupe tout parce que guide, c'est voir énormément de personnes. Et j'adorais mon métier en plus. Non, mais ça c'est vrai, c'est un véritable problème. On s'y est pas vraiment attaqué. C'est-à-dire la forme de transition. Peut-être à un certain âge travailler un peu moins, mais continuer pouvoir avoir une activité. Un peu tabou parce que c'est compliqué sans doute à mettre en place, quoi. Les plus gros consommateurs de psychotropes et d'antidépresseurs, d'anxiolytiques en France sont les seniors. Ce sont les plus gros consommateurs. Ce sont les seniors. C'est là aussi la responsabilité des entreprises parce qu'on va entendre beaucoup au MEDEF dire mais justement âge pivot 64 ans c'est très bien, il faut pas se tromper. Et en même temps les patrons virent, c'est-à-dire qu'en gros ça fait des années, les seniors ils en veulent plus. Sur la sellette. Même 45 maintenant. Et donc, ça, c'est une responsabilité des entreprises, c'est-à-dire de continuer à employer des plus de 50 ans. Donc, il y a une contradiction qui n'est pas non plus nouvelle entre les discours des entrepreneurs et la réalité de ce qui se passe dans les boîtes. Mais ce que disait Claudie, ça m'a rappelé le témoignage. On avait fait une émission Les Vraies Voix sur un rond-point à Montauban avec les Gilets jaunes au mois de décembre dernier. Et on avait un retraité agricole qui me disait, les larmes aux yeux, il fait 7 degrés chez moi parce que j'ai 700 € de retraite par mois. Et on lui disait, mais comment vous faites pour survivre? Il nous avait dit au micro, Cash, il dit, je fais du black, parce que comme je sais faire de la peinture, comme je sais bricoler, etc., je fais du black, sinon je ne m'en sors pas. Et ça, c'est quand même un point dans la réforme des retraites qu'il va falloir voir. On me dit maintenant, la retraite minimale, ça va être 1 000 €. J'attends de voir, parce que comme dirait le proverbe, c'est toujours à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Mais il faut faire une réforme globale et pas faire comme on fait depuis 1993, un petit bout en 93, un petit bout en 2003, un petit bout en 99, etc. Il faut faire vraiment un grand route sur les retraites, mais ça va pas durer 15 jours, ça va durer au moins 6 mois. Non, mais cela dit, on va vers ça, avec peut-être un ministre des retraites, alors Jean-Paul Delevoye, c'est ça? Peut-être va-t-il entrer au gouvernement, effectivement, mais si on prend sur la durée, c'est-à-dire tous les modèles qu'on cite, c'est les autour de la table, opposition, majorité, gouvernement, tout ce qu'on veut, à la ex-France, droite-gauche, syndicats, on se met autour d'une table et on se met d'accord sur un système que chaque parti, qu'il soit au pouvoir ou dans l'opposition, continue à soutenir. On met une mécanique en route et on l'applique. C'est ça qu'il aurait fallu faire en France. Mais comme on est un foutu en France d'avancer ensemble et se mettre d'accord et de procéder par consensus, chacun fait effectivement son petit bout de retraite. On se disait, oh là là, je pourrais annoncer dans mon bilan que j'ai réformé. Et en fait, j'en ai fait qu'un tout petit morceau et j'ai pas réglé le problème. C'est ça qu'il faudrait effectivement arriver à faire. Georges, pour conclure sur les retraites, on va peut-être conclure avec vous. Georges, vous avez entendu cette discussion. Sympa, vous avez fait beaucoup de choses. Je remercie Madame Chabot parce que, comme d'habitude, elle a fait un joli consensus. Encore une fois, il y a effectivement le bornage parce que pour l'instant, ce qu'a dit le président, on n'a pas du tout de bornage par rapport au nombre d'années de cotisation. Encore une fois. Maintenant, je voudrais dire à Madame, vous dire, et vous le savez aussi bien que moi, le problème budgétaire, si vous voulez négativer une réunion, vous commencez par poser le problème des moyens et non comment vous allez faire
sur les moyens. Ouais. Alors bon, pour l'instant, j'entends bien, il faut arriver à un consensus entre effectivement la durée de cotisation, ce serait une chose. Moi, encore une fois, c'est ma réflexion. Ouais. Et effectivement, à ce moment-là, un âge plafond, ouais. où effectivement, où les personnes pourraient faire un mélange des deux. Juste un point, j'ai entendu l'histoire des insoumis qui veulent augmenter les cotisations. Ouais. Bonjour les gilets jaunes, ils seront très contents. Ouais. Bon, et le dernier point que vous avez dit, mais c'est juste une toute petite rectification. Ouais. Quand on est interne en médecine et machin pendant 4-5 ans, 28 ans, voilà, on paye une cotisation. Sauf que pour rattraper les cotisations, et ça a été fait en 2008, parce que nos cotisations ne comptaient pas puisqu'elles n'étaient pas au niveau de notre salaire en fin de carrière. Donc on nous a donné le droit de payer une certaine somme très sympa pour pouvoir payer au trésor public, pour pouvoir considérer que cette période de 4 ou 5 ans était la même que le salaire où on était. Donc il y a des informations qui circulent, mais ça c'est... Oui. Non, mais c'est pour ça que je disais que c'était en partie pris en compte, mais c'est vrai, vous avez raison de préciser les choses. C'est un droit qui est arrivé en 2008 après beaucoup de batailles avec les médecins. Et puis ce qui change... Le dernier point, encore une fois, parce que j'ai entendu la dame et je suis tout à fait d'accord. Claudie, oui. C'est un lien social. Juste un dernier point, c'est quand on dit, et je ne crois pas qu'il n'y a que le problème des retraites, c'est toute une vie derrière. Oui, c'est vrai. Donc effectivement, les événements de la vie ont fait que peut-être à 70 ans, on a quelques problèmes psycho, quelque chose. Oui, c'est vrai. C'est ça. Merci Georges, merci aussi à Claudie et tous vos appels. Vous allez pouvoir continuer de nous appeler tout à l'heure pour réagir sur les menus végétariens aussi dans les cantines, au 0826 300 300. Sur ce que disait à l'instant, c'est toute une vie qui retombe à la fin. Écoutez, Georges pose la question du pourquoi. C'est-à-dire que là, on part toujours pareil, d'une démarche scientifique, on part d'une observation, on observe que les seniors sont les plus gros consommateurs de psychotropes, et ensuite on se pose la question du pourquoi. Oui, bien sûr, c'est une piste, qu'il y a toute la vie qui s'accumule. Pour autant, on pourrait envisager les choses de façon plus optimiste et se demander comment ça se fait qu'une personne qui a bien travaillé, qui touche une retraite, qui peut enfin profiter de la vie qui a tout son temps, comment se fait-il qu'elle ne soit pas mieux que ça, en réalité, d'un point de vue psychique. C'est vrai aussi qu'aujourd'hui, on voit s'amonceler beaucoup de nuages quand on arrive à un certain âge, et donc sans doute que c'est plus compliqué qu'auparavant. C'est une question compliquée. Voilà, il faut y ajouter les séparations qui interviennent en fait beaucoup, et y compris auparavant on se disait on passera la retraite ensemble, c'est plus le cas. On voit de plus en plus de cas quand même assez flagrants. Juste d'un mot, l'école à 3 ans, on devait l'aborder, mais on a plus trop le temps. C'est manifestement une bonne chose, même si ça va dans les faits changer peu de choses, parce que énormément d'enfants étaient scolarisés dès l'âge de 3 ans, on était à plus de 97%. Maintenant, c'est justement ces 2-3% qui n'étaient pas scolarisés petits. Là, c'est sans doute, d'un point de vue social, quelque chose qui va dans le bon sens. Quelque chose de beaucoup plus important qui va arriver dès 2020, c'est l'obligation de faire quelque chose de 16 à 18 ans. On reboucle sur la question des ados, comme c'est un peu en perdition. Ça, c'est absolument extraordinaire, parce qu'on va avoir l'obligation de faire quelque chose. Soit une formation, soit un enseignement. Et le chômage des jeunes non éduqués, c'est vraiment un problème majeur. Et là, ça va pour le coup vraiment dans le bon sens, c'est 2020. Oui, on en reparlera. Merci à tous les trois, Arlette Chabot, Jean Dorido, Philippe David. Philippe qu'on retrouve ce soir dans Les Vraies Voix, 17h-20h aux côtés de Christophe Bordet qui viendra nous faire un petit coucou tout à l'heure.